2024 était censé être une année de reprise. Mais pour Kyi, les efforts constants de Poutine pour grossir ses rangs ont fait de l'armée russe l'une des plus importantes au monde. Avec 1,3 million de soldats actifs et 2 millions supplémentaires en réserve. Toutefois, cette démonstration de force a eu un coût élevé sur le front russe, que la Russie entend payer par le sang. Pendant ce temps, Zelensky a gardé secret les projets de l'Ukraine pour le second semestre 2024, ne donnant que des indices énigmatiques sur la stratégie mise en œuvre. Après des mois d'attente, l'OTAN a finalement commencé à livrer des chasseurs F-16 en juillet, après que le Congrès a approuvé un programme d'aide de 60 milliards de dollars en avril. Nous avons passé la première moitié de l'année à préparer la guerre, la seconde moitié à son déclenchement. Et pourtant, malgré le nombre et les ressources écrasantes de la Russie, Poutine est au bord d'une défaite catastrophique. La Russie a intensifié ses efforts pour envahir et occuper l'Ukraine en mai 2024. Sur le papier, la Russie avait de nombreuses opportunités de gagner la guerre. Elle était dépassée en nombre par des campagnes de recrutement incessantes et par le fait que l'Ukraine comptait initialement un peu moins de la moitié de la population de la Russie. Il avait un avantage matériel car il était peut-être le seul pays à produire les munitions utilisées dans les chars et les batteries d'artillerie soviétiques qui constituaient le principal équipement militaire des deux belligérants. Le Congrès américain a débattu pendant des mois de l'envoi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, estimant que financer la guerre serait un effort vain. Cependant, à cette époque, la soi-disant invasion estivale s'est avérée être un échec lamentable pour la Russie. Peut-être en raison des choix bizarres du commandement militaire russe. Comme vous pouvez le constater, hormis la tentative initiale d'atteindre Kiev par le nord, qui a été repoussée quelques mois après l'invasion, la Russie a concentré l'essentiel de ses efforts sur la capture des points est et sud de l'Ukraine. La première était une cible relativement évidente, dans la mesure où la Russie avait déjà annexé la Crimée il y a 10 ans et avait initialement une présence géopolitique beaucoup plus importante dans les régions environnantes de l'Ukraine. Cette dernière mesure visait à empêcher l'Ukraine d'exporter des marchandises, l'Ukraine étant un important exportateur de céréales à travers la mer Noire. La Russie a donc passé la majeure partie de l'année 2023 à exercer davantage de pression sur le côté oriental du front russo-ukrainien en occupant la région de Donetsk. Le prochain objectif de l'armée russe dans cette région en 2024 était bien entendu la plus grande ville de la région, Pokrovsk. La ville de 60,0 habitants est une plaque tournante des communications entre le front de l'Est et le reste de l'Ukraine. La Russie a donc tenté de s'emparer de la ville dans le cadre de la campagne d'été 2024, ce qui était logique. Mais ce qui s'est passé n'était rien d'autre qu'un moment d'impulsivité. Au lieu de se déplacer vers le front de l'Est, les principales forces russes se sont concentrées sur la ville de Kharkov, au nord du pays, au cours de la campagne de mai et juin. Il s'agit de la même ville de la même région qui a été assiégée pendant les mois de l'invasion, jusqu'en 2022, et qui a été reprise par les Ukrainiens en septembre de cette année. De plus, au lieu de pénétrer dans la région de Kharkiv avec des véhicules blindés et des chars soutenus par des frappes d'artillerie à longue portée, la Russie a privilégié des tactiques basées sur l'infanterie. Des rapports provenant de la région indiquaient que la Russie utilisait des chars à tortues pavées, des véhicules blindés encombrants dont le but était d'absorber autant de tirs ukrainiens que possible et de donner plus de répit à l'infanterie. Quant à l'infanterie, les Russes ont commencé à équiper les soldats en de moto pour leur permettre une plus grande mobilité et vitesse par rapport aux véhicules blindés traditionnels. Apparemment, l'objectif de la campagne d'été était de couvrir le plus de terrain possible le plus rapidement possible, en utilisant le moins de blindés lourds russes possible. Cela pourrait être dû au manque général de chars que la Russie pourrait engager en premier dans la campagne. En 2023, il est devenu évident que la Russie était à court de blindage moderne. Le char de combat le plus moderne de Russie était le T-90, qui était en fait une version améliorée de l'ancien T-72, produit à l'époque soviétique. Cependant, l'Ukraine a pu gérer le T-90 grâce au talent des chars occidentaux et en exploitant le point faible critique du char sous le châssis, le mécanisme de chargement.
Contrairement aux chars occidentaux, les T-90 et T-72 utilisent un mécanisme de chargement automatique qui stocke également les munitions excédentaires sous la tourelle. Si une explosion, comme celle provoquée par une mine ou un drone, dans laquelle l'Ukraine est devenue un véritable expert, frappait la tourelle, il y a un risque que toutes les munitions stockées explosent et détruisent le char. En excluant les chars russes les plus modernes de l'équation, la Russie et l'Ukraine se sont fortement appuyés sur un contingent de chars plus anciens de l'ère soviétique, tels que le T-72, le T-62 et même l'ancien T-55. Les sanctions occidentales imposées à la Russie l'ont empêché d'acquérir des équipements plus modernes, ce qui l'a obligé à récupérer ou à rééquiper les chars soviétiques pour les utiliser dans la guerre. Malgré cela, la plupart des chars furent envoyés sur le front de l'Est. Cela a conduit à une situation étrange dans laquelle la Russie a utilisé principalement des tactiques d'infanterie pour pénétrer dans la région de Kharkiv. Au cours des premières semaines de l'offensive d'été, la Russie a fait quelques progrès, réussissant à pénétrer sur environ 16 km en territoire ukrainien, mais loin de Kharkiv elle-même. Les pertes russes lors de l'offensive d'été ont été incroyables. Selon les renseignements ukrainiens, la force d'invasion comptait entre 30 et 70 soldats, ce qui a entraîné une augmentation significative des pertes quotidiennes subies par la Russie. Ukrainska Pravda, un journal qui suit les pertes quotidiennes, suggère que la Russie a perdu plus de 200 soldats par jour sur tous les fronts au cours de l'offensive d'été. En mai et juin, mois de plus grande activité sur le front, nouvellement ouvert à Kharkov, la Russie a subi environ 70 pertes. Il s'agit d'un coup dur porté au moral déjà en baisse de la Russie et à ses tentatives d'augmenter le nombre de ses troupes, beaucoup comparant la tactique russe à nourrir les soldats avec un hachoir à viande sans raison apparente. Alors, quel était le but ultime de l'offensive d'été? Certains stratèges suggèrent que la Russie pensait que l'estimation la plus basse de 30 soldats serait suffisante pour pénétrer profondément dans le territoire ukrainien et capturer Kharkiv. Après tout, l'Ukraine elle-même a concentré ses efforts sur le renforcement du front oriental, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que Kharkiv soit ainsi mal défendu. D'autres tacticiens estiment que l'offensive de Kharkiv avait pour but de détourner l'attention. Son objectif était de convaincre l'Ukraine que la Russie avait investi la plupart de ses efforts dans la capture de Kharkiv, forçant ainsi l'armée ukrainienne à changer de cap et à se retirer du front oriental pour défendre le nord. Quoi qu'il en soit, la Russie envisageait d'utiliser Kharkov comme moyen d'atteindre son objectif de progrès plus important sur le front de l'Est. Cependant, tous les Russes sont tombés dans un piège puissant. L'invasion de Kharkov, bien que mal équipée et mal planifiée, fut un échec majeur. Malgré les premières victoires, la Russie n'a pas réussi à maintenir son élan et l'Ukraine a pu renforcer la zone avec un minimum de revers sur le front oriental. L'armée russe a été contrainte de battre en retraite relativement rapidement, permettant à l'Ukraine de reprendre les villages occupés près de la frontière et de déclarer la victoire dans la bataille. Certes, la Russie a réussi à gagner du territoire à l'est, environ 400 000 carrés, mais cela s'est fait au prix de 70 soldats, des pertes importantes en chars et autres véhicules blindés, et l'objectif principal de Pokrovsk était encore relativement sûr. Et rappelez-vous, avant que la Russie ne lance son invasion estivale, l'Ukraine n'avait toujours pas reçu l'aide financière et militaire annoncée par le Congrès américain en avril. À la fin de l'offensive d'été, l'argent et le matériel ont commencé à affluer dans le pays. La décision revient désormais à l'Ukraine. Nous arrivons ainsi au début du mois d'août, au 2024, lorsque l'Ukraine a réalisé l'une des avancées les plus surprenantes et les plus efficaces en 18 mois d'hostilité, l'invasion de Kursk. Sur le papier, l'oblast de Kursk devrait avoir la même défense du côté russe que Kharkiv du côté ukrainien. Les deux régions se trouvent à la frontière des deux pays et disposent donc d'un grand potentiel d'utilisation dans le cadre du front nord de la guerre. Cependant, l'Ukraine est entrée avec un contingent beaucoup plus réduit. Certains rapports suggèrent seulement environ 10 soldats et a complètement percé les défenses russes dans la région.
D'autres troupes arrivèrent bientôt, créant une force d'assaut organisée mais mobile capable de prendre un village après l'autre sans établir de défense permanente. En fin de compte, plusieurs facteurs ont contribué au succès de l'Ukraine. Premièrement, l'Ukraine a pu fournir une couverture et une pression beaucoup plus efficaces grâce à des tirs d'artillerie sur Kursk. Les frappes se sont concentrées sur les fortifications et infrastructures militaires clés qui pourraient être utilisées pour renforcer les zones avec plus de troupes. Les images satellites de la région ont montré que plusieurs ponts et routes importantes ont été détruits à travers la région, coupant l'armée russe du continent. Deuxièmement, la Russie a considérablement surestimé l'efficacité de ses forces terrestres dans ce domaine. En conséquence, la plupart des soldats stationnés dans l'oblast de Kursk étaient de nouvelles recrues qui n'avaient reçu que quelques semaines d'entraînement au combat et n'étaient pas spécifiquement appelés à combattre sur la ligne de front. Avec les nouveaux soldats, il y a eu une vague de capitulation russe alors que l'armée ukrainienne se déplaçait d'un village à l'autre. Au cours de la première semaine de l'invasion, une prison de prisonniers de guerre ukrainienne a déclaré avoir traité 300 soldats russes capturés, dont plus de 80% étaient de nouveaux conscrits. Selon certaines estimations, le nombre réel de prisonniers aurait pu augmenter de plusieurs centaines en quelques semaines seulement. La Russie a également largement sous-estimé l'importance et la portée de la région de Kursk. Les premiers rapports du ministère russe de la Défense ont montré que l'armée d'invasion ne comptait que 300 soldats. Un rapport ultérieur allait jusqu'à affirmer que les troupes ukrainiennes réprimaient activement les troupes locales. Il s'agissait d'un mensonge audacieux destiné à dissimuler l'échec total de la machine de guerre russe à faire face à la simple possibilité d'une conquête soudaine par l'Ukraine. Peu de temps après, des rapports plus détaillés ont été publiés par les services de renseignement ukrainiens et occidentaux, notamment une enquête sur les dégâts réels causés dans la région de Kursk. Il suggère que l'invasion a déplacé entre 120 et 200 habitants de la région et que l'Ukraine a réussi à capturer des dizaines de villages et à avancer lentement vers le centre administratif de Kursk. 3 semaines après l'attaque, la réponse de la Russie est toujours incertaine. Pour l'essentiel, la Russie continue de minimiser l'impact de l'invasion de Kursk sur le cours réel de la guerre. L'artillerie nationale a réussi à ralentir les forces ukrainiennes et à les empêcher jusqu'à présent de pénétrer profondément en territoire ennemi. D'un autre côté, la Russie a également tenté de creuser des tranchées à une distance d'environ 40 km du territoire occupé. Il ne semble cependant pas que les Russes ayant eu l'intention d'utiliser ces tranchées comme position défensive, compte tenu des actions menées jusqu'à présent par la Russie et de l'état de son armée dans la région. Il est probable que l'Ukraine puisse prendre le contrôle de ces tranchées et les utiliser comme une pause dans une contre-invasion à long terme contre la Russie. En revanche, la Russie a encore intensifié ses efforts sur le front oriental. Les rapports des 2 dernières semaines d'août 2024 indiquaient que les forces russes avaient avancé jusqu'à 7000 jusqu'à la ville de Pokrovsk. Le gouvernement ukrainien a exhorté les habitants de la ville à évacuer, mais a rencontré de sérieux problèmes pour déplacer un grand nombre de civils si près de la nouvelle ligne de front. La raison en est le mépris total de la Russie pour la population civile ukrainienne. Même avant la dernière vague de combat, l'armée russe s'est montrée totalement impitoyable dans ses contacts avec la population civile. Pendant la guerre, la Russie a fréquemment attaqué des zones principalement civiles avec des missiles et des drones, obligeant l'armée ukrainienne à investir massivement et à rechercher des systèmes de défense aérienne comme les Patriots américains. Les frappes aériennes russes ciblent les hôpitaux ukrainiens qui hébergent à la fois des civils et des militaires, un acte contraire à la Convention de Genève et au droit international humanitaire. En revanche, l'armée ukrainienne a cherché à minimiser les pertes civiles à Kursk en coopérant avec les organisations humanitaires internationales pour venir en aide à la population restée dans la région. Les renforts et les infrastructures victimes des frappes aériennes ukrainiennes étaient essentiellement destinés à des fins militaires, empêchant la Russie de renforcer la région. D+, l'Ukraine n'a affiché aucun objectif à long terme
pour contrôler le territoire occupé lors de l'invasion de Kursk, du moins selon le ministère des Affaires étrangères. Cela diffère des efforts persistants de la Russie pour annexer des parties de l'Ukraine afin de s'emparer de la région de Donetsk. Le président Zelensky a laissé entendre qu'il était prêt à présenter aux États-Unis un plan définissant les termes d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. L'invasion de Kursk vise donc à réfuter le discours selon lequel l'Ukraine n'est pas encore prête à céder à la Russie et poursuivra son offensive. De cette manière, l'Ukraine pourrait acquérir un avantage significatif sur la Russie. Premièrement, l'ampleur de l'invasion de Kursk montre tout ce que l'Ukraine peut accomplir dans un laps de temps relativement court avec un accès limité aux ressources occidentales. Alors que la Russie a réussi à conquérir environ 400 000 carrés de territoire ukrainien entre janvier et juillet 2024. L'Ukraine détient actuellement environ 500 000 carrés de territoire dans l'oblast de Kursk, qui ont tous été capturés en 3 semaines. Cela donne à Zelensky la confiance nécessaire pour rechercher davantage de ressources, notamment des missiles à longue portée, des chasseurs et de l'artillerie, ce qui permettrait à l'Ukraine de s'enfoncer plus profondément en Russie en s'attaquant au nouveau front de Kursk. Cela permettra à l'Ukraine de forcer la Russie à se retirer du front oriental et de reconsidérer si Kursk est une partie insignifiante de la guerre au sens large. En outre, l'aide récemment allouée consiste principalement en munitions et en missiles anti-aériens, qui ont régulièrement produit des résultats positifs sur le front de l'Est lors de l'invasion de Kursk. Selon un reportage de Al Jazeera, l'une des dernières attaques russes sur le front de l'Est a été une attaque dévastatrice au cours de laquelle 127 roquettes et 109 drones ont été tirés. Les défenses aériennes ukrainiennes ont réussi à abattre 102 missiles et 99 drones, ce qui a considérablement réduit les dégâts que la Russie pourrait infliger aux installations militaires, aux infrastructures et même aux zones civiles ukrainiennes. La Russie devient plus audacieuse dans la définition d'objectifs militaires acceptables. Un drone a heurté un barrage à quelques kilomètres seulement en amont de Kiev. Le barrage a subi des dégâts minimes et est resté intact. Mais il a montré que la Russie ne cédera pas tant qu'elle ne dominera pas complètement l'Ukraine. À cette fin, l'attaque actuelle contre Kursk offre une double solution à ce problème. Premièrement, l'Ukraine a également commencé à intensifier ses attaques de drones, étant donné que le pays a investi massivement dans la création d'une industrie nationale de drones militaires et a reçu des missiles à longue portée de l'OTAN. La portée effective actuelle des drones ukrainiens est estimée à environ 500 000 de la frontière ukrainienne. En pénétrant davantage sur le territoire russe, l'Ukraine peut créer une position favorable pour lancer des attaques plus précises directement sur Moscou. Jusqu'à présent, Moscou a été relativement épargné par le conflit. Les efforts de conscription se concentrent de manière disproportionnée sur les zones rurales, en particulier sur les personnes appartenant à de nombreuses minorités ethniques russes. Une interview de PBS News de 2023 a révélé que 6 des 10 régions où le nombre de morts était le plus élevé se trouvaient en Sibérie et en Extrême-Orient, et que les hommes issus de certains groupes minoritaires étaient jusqu'à 75 fois plus susceptibles de mourir de la guerre que les moscovites. D'un autre côté, il y a eu une importante fuite des cerveaux à Moscou au cours des premiers mois de la guerre. Environ 900 Russes quitteront le pays d'ici la fin 2022. Beaucoup d'entre eux sont des ouvriers hautement qualifiés, privant ainsi largement de capital ceux qui avaient une opinion négative de la guerre. Si l'Ukraine parvient à exercer une pression militaire directe sur Moscou et à donner à la capitale une idée de ce que signifie être impliqué dans une guerre active, il y a de fortes chances que l'opinion publique à l'égard de la guerre change. Même dans un régime autoritaire comme celui de Poutine, cela pourrait conduire à un changement idéologique important dans le pays qui pourrait sonner le glas des dirigeants et des relations géopolitiques du pays. Mais revenons à la deuxième raison pour laquelle l'invasion ukrainienne de Kursk pourrait résoudre les problèmes de défense aérienne ukrainienne. La capacité de l'armée à résister aux frappes aériennes ennemies, tout en avançant en territoire ennemi donne à Zelensky de plus grandes opportunités de se tourner vers les pays de l'OTAN pour obtenir du matériel militaire direct,
principalement sous la forme de Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne. Cela pourrait s'avérer nécessaire si l'Ukraine veut maintenir son élan et faire pression sur la Russie sans représailles aériennes. L'Ukraine a un autre atout dans son sac en matière de suprématie aérienne. Les F-16 sont arrivés, après des mois d'entraînement. La livraison par l'OTAN de 65 chasseurs F-16 a été jugée prête à survoler l'Ukraine, pilotés par des pilotes de chasse ukrainiens. Le F-16 est l'un des chasseurs les plus avancés dont disposent les deux parties belligérantes. La Russie possède des Su-27 spécialement conçus pour contrer la menace des F-16, mais elle ne l'a pas encore faite. L'ajout des F-16 vise à détruire ce qui reste des espoirs de la Russie de contrôler l'Ukraine via son espace aérien. Zelensky a donc résolument exigé encore plus de combattants pour défendre le pays. La petite victoire remportée par l'armée ukrainienne à Kursk peut être considérée comme un précurseur et un catalyseur de ce qui pourrait être fait dans le contexte plus large de la guerre elle-même. Mais pourquoi le contrôle de l'espace aérien est-il crucial pour renverser la guerre? La réponse réside dans le cliquetis du sabre russe. En 2022 et 2023, les efforts de l'OTAN visant à mettre fin à la guerre en fournissant à l'Ukraine des équipements militaires plus avancés se sont heurtés à la résistance de la Russie. Poutine a souvent fait allusion à la possibilité qu'il existe une ligne que l'OTAN ne peut pas franchir car elle risque de porter atteinte à la souveraineté de la Russie, qui est assez riche compte tenu de l'objectif de l'opération militaire spéciale. La Russie a souvent utilisé son stock d'armes nucléaires pour empêcher l'OTAN de fournir un soutien total à l'Ukraine, sous prétexte que l'Ukraine utiliserait ses armes pour attaquer la Russie en retour. Bien que ce moment soit déjà venu, l'Ukraine a réussi à occuper une partie de la Russie. La réponse de la Russie a d'abord été de nier ces affirmations, puis de fabriquer des mensonges de plus en plus audacieux sur l'état de l'invasion, et enfin de tenter sans enthousiasme de sécuriser l'oblast de Kursk tout en faisant pression sur l'Ukraine sur le front oriental existant. Il est donc encore moins probable que la Russie utilise des armes nucléaires contre l'Ukraine et l'OTAN. Jusqu'à présent, la stratégie de l'OTAN a consisté à armer suffisamment l'Ukraine pour prolonger la guerre, tout en évitant, pour ainsi dire, de franchir la ligne russe dans le sable. L'invasion de Kursk et l'absence de réponse nucléaire de la Russie pourraient bien donner le feu vers l'OTAN pour approuver des plans plus ambitieux visant à fournir une aide plus globale à l'Ukraine. Cela signifie que Poutine perd toute son influence auprès de l'Occident et que l'OTAN pourrait commencer à exercer davantage de pression pour mettre fin à la guerre en faveur de l'Ukraine. Cependant, lorsque nous parlons des événements de guerre actuels, un autre facteur doit être pris en compte, l'économie. La Russie et l'Ukraine ont dû considérablement modifier le fonctionnement de leur économie pendant la guerre. Pour survivre, l'Ukraine dépend d'une aide financière et militaire de près de 350 milliards de dollars de l'Europe et des États-Unis. Plus précisément, le pays a beaucoup souffert de la capacité de la Russie à contrôler la mer Noire avec sa marine, une puissance militaire qui manque cruellement à l'Ukraine. Néanmoins, l'Ukraine a réussi à remporter une autre victoire significative sur ce front, principalement grâce à la lutte contre les drones. Depuis le printemps 2022, l'Ukraine a tenté à plusieurs reprises de créer des drones spécialement conçus pour la guerre navale. Le drone naval Magura V5 est conçu pour larguer des explosifs en nageant plutôt qu'en volant. Les premières démonstrations publiques du Magura I-5 ont eu lieu plus tard cette année et ont endommagé le nouveau vaisseau amiral de la flotte russe de la mer Noire ainsi qu'un dragueur de mines. Enhardis par leur succès, les Ukrainiens ont commencé à utiliser les drones de manière plus offensive et ont soutenu leurs attaques navales par des frappes air-sol traditionnelles en profondeur sur le territoire russe pour couper l'accès à la mer Noire. En conséquence, 26 navires de la flotte russe ont été coulés ou endommagés, obligeant la Russie à se retirer de Sébastopol en octobre 2023. Cela a permis à l'Ukraine de rouvrir certaines de ses anciennes routes commerciales maritimes et de commencer à exporter via la mer Noire. En août 2024, l'Ukrainska Pravda a rapporté que 200-300 navires avaient emprunté le corridor de la mer Noire rouvert au cours de l'année écoulée et que les exportations de céréales avaient lentement commencé à atteindre les niveaux d'avant-guerre. En pratique,
Cela signifie que le pays ne doit pas compter uniquement sur l'aide financière pour revitaliser son économie. En revanche, l'économie russe est devenue plus isolationniste que jamais. En réponse à l'invasion, l'UE a suspendu les exportations de pétrole et de gaz russes. En réponse, la Russie a été contrainte de trouver de nouveaux clients, notamment la Chine et l'Inde. L'accord avec la Chine contient toutefois d'importantes réserves. Le prix du gaz naturel devait représenter environ la moitié de ce que la Russie obtenait sur le marché occidental, limitant ainsi sa capacité à générer des revenus grâce à la vente de ressources naturelles. Les États-Unis ont également imposé d'importantes sanctions économiques à la Russie, empêchant ce pays de négocier en dollars américains ou d'acquérir toute technologie ou équipement qui pourrait être interprété comme étant utilisé à des fins militaires. L'effet à court terme des changements radicaux dans les échanges commerciaux a été que la Chine et la Russie ont atteint des échanges commerciaux records de plus de 240 milliards de dollars en 2023. Cependant, il semble que même cela ne joue pas en faveur de la Russie à long terme. Même si le commerce global a réussi à croître légèrement, le commerce du pétrole en 2024 a en fait connu jusqu'à présent un déclin par rapport à 2023. Et les prix sont volatiles. D+. L'économie russe était apparemment entièrement consacrée à l'approvisionnement de l'effort de guerre. Dans le budget 2024, environ 39% des fonds gouvernementaux sont alloués à l'armée et à la défense nationale. Un chiffre stupéfiant par rapport au reste du monde. La Russie a actuellement l'un des taux de dépenses militaires les plus élevés, tant au niveau global qu'en pourcentage du PIB, à 6%, contre une moyenne de 3,4% pour les États-Unis, de 1,7% pour la Chine et de 2,7% pour l'OTAN. Cela peut être attribué au secteur énergétique florissant du pays. Là encore une réponse à la forte dépendance de la Russie à l'égard des exportations de pétrole et de gaz naturel. Le secteur de l'énergie peut créer un déséquilibre encore plus grand dans les opportunités d'emploi pour les citoyens russes. Si le secteur de l'énergie devient plus lucratif que, par exemple, l'industrie manufacturière ou l'agriculture, la Russie connaîtra un changement significatif dans la manière dont les sociétés énergétiques attirent des travailleurs au détriment des autres secteurs. Les classes moyennes et supérieures émergentes créeront une demande pour le secteur des services, ce qui à son tour épuisera les secteurs industriels les moins recherchés. Toutefois, ce processus ne peut durer que tant que le secteur énergétique continue de croître. Et cette croissance ne sera pas durable. Le déclin d'autres secteurs obligera la Russie à devenir de plus en plus dépendante des importations en provenance des pays voisins, généralement de Chine ou de pays de l'ex-Union soviétique comme le Kazakhstan et la Biélorussie. En fin de compte, cela donne à la Chine beaucoup plus de contrôle sur la géopolitique russe que ce avec quoi Poutine pourrait se sentir à l'aise. Si, sous la pression américaine, la Chine décide de suspendre les exportations russes, l'économie russe pourrait connaître une détérioration des conditions économiques, ce qui entraverait les ambitions militaires du pays. Lorsque l'invasion a commencé et au cours des 2 années suivantes, la Russie espérait utiliser son avantage en matière de ressources pour drainer les ressources de l'Ukraine et en sortir victorieuse, en parcourant ce qui restait du pays après la destruction de son armée. Toutefois, les récents événements de Kursk ont montré que les Ukrainiens ont encore beaucoup de combats à faire et que le monde n'a plus trop à craindre de l'arsenal nucléaire russe. Alors que l'armée russe se révèle de plus en plus désavantagée par rapport aux troupes ukrainiennes soutenues par l'OTAN, que l'économie russe soutenue par la Chine a déjà dépassé le point de non-retour et que Poutine est incapable de manipuler l'OTAN pour qu'elle se retire. La Russie est essentiellement à court d'options. Nous voyons que les derniers mois de 2024 et le début de 2025 marqueront la véritable fin de la guerre russo-ukrainienne. Si cela se produit, il est peu probable que Poutine ait de bonnes raisons de rechercher la paix, car la paix sera imposée à la Russie, ce qui pourrait entraîner la chute de la Russie elle-même en tant qu'État. Mais qu'en pensez-vous? L'invasion de la Russie à Kursk signifie-t-elle que l'Ukraine est sur la voie de la victoire ou la guerre se poursuivra-t-elle encore quelques années? Laissez vos commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Allez maintenant regarder l'Ukraine gagner à nouveau la guerre ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.